Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief, épisode un petit peu spécial, tourné ici au stade Jean Dasnias de Dieppe. Et oui, ça y est, le FC Dieppe est enfin promu en National 2, on aura l'occasion de vous raconter comment les choses se sont déroulées, pas forcément comme prévu, vous l'avez peut-être même vu déjà dans un inside exclusif qu'on vous a passé ce dimanche. En tout cas, ça y est, le FC Dieppe est en National 2, c'est l'événement de cet épisode. On va néanmoins commencer, avant de vous montrer cette montée historique, on va commencer par la partie National 2. La partie National 2, ça s'était ouvert vendredi soir avec un match de la dernière chance, sans doute pour l'US Avranches, pour recoller au wagon de tête la réception de bloc qu'il ne fallait absolument pas manquer. Voici ce qui s'est passé dans cette rencontre. L'US Avranches Mont-Saint-Michel est de retour à René-Fenouillère après 2 déplacements à Saumur et à Châteaubriand. Et c'est pour rencontrer le Blois Foot 41 que les coéquipiers de Zourab Sopromadze se sont préparés. Et qui d'autre que Noah Moupemba pour allumer la première brèche avec cette frappe qui est repoussée par le montant. L'homme fort de l'US Avranches qui ne parvient pas à ouvrir le score. Et on se retrouve directement en seconde période avec une nouvelle frappe repoussée par la barre. Mais cette fois, c'est Jean-Pierre Thierry qui est là pour reprendre le ballon et ouvrir le score à la 50e minute de jeu. Nous sommes déjà en seconde période parce que vous allez le voir, tout se passe dans ces 45 minutes. Et on voit l'ouverture du score du numéro 9 Avranchiné qui inscrit là son 4e but de la saison. Pas le temps de savourer pour les hommes de Michel Audrin avec ce ballon dans la surface de réparation. La remise au point de pénalty, la reprise de Luka Capou qui vient égaliser 4 minutes à peine après l'ouverture du score. Et voilà que les hommes de Cédric Angebar ont rattrapé leur retard. Et alerte Golasso, alerte top but avec peut-être et sans doute le but de cette saison qui va être signé par Daïssam Ben Nasr, qui ne se pose pas de questions, il est sur la ligne médiane et il envoie une frappe qui vient se terminer en pleine lucarne. Daïssam Ben Nasr qui vient de signer tout simplement le but de la saison. 2-1 pour le Blois, 58e minute de jeu, c'est la douche froide pour l'US Avranches. Et les choses qui ne vont pas s'arranger pour l'US Avranches avec le gros pressing du Blois Foot 41. On lance en profondeur le numéro 9, Mathis Cherchour, qui temporise, ne touche pas le ballon et qui envoie cette frappe magnifique et qui vient tromper la défense avranchinaise. L'effet est incroyable, on revoit ça au ralenti, c'est imparable et ça fait 3-1 pour les hommes de Cédric Angebar. Puis 4-1 à la 78e minute de jeu avec cette frappe croisée de Arthur Fiquet qui vient clore les débats. 3 buts d'avance pour Blois. Avranches qui ne va tout de même pas se résigner. Et Idrissa Seydi en profondeur qui va trouver ensuite Anas Lamrabed pour la réduction du score. 3 minutes à peine après le 4-1. Ça fait 4-2 pour Blois. On revoit le but au ralenti. Et le match qui aurait pu s'emballer avec ce coup franc qui est détourné une nouvelle fois par le poteau. Décidément, ça ne veut pas pour l'US Avranches dans cette rencontre. Et en ouverture de cette 25e journée, ça n'aura pas souri aux Avranchinés. On en restera là. Victoire 4-2 avec de sacrés buts, il faut le noter, pour le Blois Foot 41. Malheureusement, ça ne passe pas pour l'US Avranches. C'était sans doute la dernière chance de pouvoir remonter au classement et de prétendre à une fin de saison de folie avec cette défaite. Les Avranchinés risquent de devoir renouveler leur bail en National 2. On enchaîne avec nos deux formations malheureusement mal classées avant cette journée de championnat. L'US Granville et l'AS Villers dans leurs groupes respectifs. Voici les résumés de leur déplacement du côté du Poiret, Survie et d'Agno. Pour garder une chance de rester en National 2, l'US Granville doit réussir une fin de saison canon et ça passe par une victoire chez la Lanterne Rouge, le Poiret Survie, une formation qui avait surpris les Granvillais lors du match aller en venant s'imposer 1-0 du côté du Stade Louis Dior lors du premier acte. C'est notamment l'US Granville qui se montre dangereuse avec ce bon mouvement dans le camp du Poiret-sur-Vie, mais dans la surface, cette frappe de Makan Sidibé n'accroche pas le cadre. Makan Sidibé qui aura d'autres occasions dans ce match de se montrer décisif et notamment
sur ce coup franc, c'est très fuyant, mais les Grandvillais ont poursuivi. Makan Sidibé qui réalise un superbe geste dans la surface de réparation et qui vient servir Kenny Herbin pour le but du 1-0 à la 49e minute. On se délecte à nouveau de ce sombrero réussi en pleine surface par Sidibé, geste ô combien décisif qui fait toute la différence puisque 1-0 ce sera le score final en faveur de l'US Grandville qui reste en vie dans ce championnat de National 2. Les Grandvillais qui y croient plus que jamais, qui auront un énorme coup à jouer d'ici quelques jours face à Poitiers à Louis Dior. La dernière fois que l'AS Villers s'est imposé à l'extérieur, c'était en ouverture du championnat du côté de Wascal, mais les joueurs de l'AS Villers y croient en cette fin de saison. Du côté d'Agno, ils vont pourtant concéder la première situation avec ce ballon qui échappe à l'attaquant Gaëtan Boirou qui n'a pas à intervenir, mais derrière, vous allez le voir, les Villersois vont jouer crânement leur chance. Les hommes de William Prunier vont obtenir les situations les plus dangereuses avec cette tête dans un premier temps repoussée sur sa ligne, la reprise de Mamadou Kaloga qui semblait cadrer, elle aussi dégagée de la tête devant le but. Les Villersois qui sont dans le bon rythme et qui là en deuxième période vont réussir un joli mouvement et une superbe situation qui se présente à Mamadou Kaloga, l'ancien de QRM, qui bute cependant sur le gardien qui va pouvoir se prendre la tête à deux mains puisqu'une belle occasion d'ouvrir la marque vient de lui filer entre les pieds. Derrière, il y a des contres très timides de la part d'Agno à l'image de cette tentative lointaine très présomptueuse, et à force d'insister, à force de jouer les coups à fond, bien que légèrement dominés dans le jeu, les Normands vont réussir à faire mouche. Ce centre qui dans un premier temps ne donne rien, les Villersois continuent l'action et sur ce centre en première intention, Mamadou Kaloga, le troisième acte est le bon. Mamadou Kaloga qui parvient enfin à ouvrir la marque en faveur des joueurs de la Côte-Fleurie. C'est mérité au regard des occasions que se sont créées les visiteurs qui ne craqueront pas. La victoire de l'espoir pour l'AS Villers qui se sait obligé d'enchaîner les victoires pour espérer se maintenir en National 2. Les belles opérations pour l'US Grandville et l'AS Villers, toutes deux victorieuses à l'extérieur, 1-0. Évidemment, il va rester beaucoup de travail, beaucoup de chemin et le maintien n'est pour l'instant pas à portée de main. Mais ces deux victoires donnent du relief à la fin de saison des deux équipes. Je vous propose de découvrir le bilan de ce nouveau week-end de National 2 dans les groupes B et C où évoluent nos équipes normandes. Bilan donc de cette 25e journée, déjà la 25e journée avec donc comme vous l'avez vu la défaite de l'US Avranches mais la victoire de l'US Grandville. On notera en haut du classement la victoire des Girondins de Bordeaux face à l'US Saint-Malo et la victoire du Stade Briochin à Bourges. De quoi relancer complètement ce suspense pour l'accession au niveau supérieur. Petit point sur le classement, justement, avec le Stade Briochin qui reprend les commandes de ce groupe B. 2 points d'avance sur l'US Saint-Malo. Les Girondins de Bordeaux complètent le podium à 42 points. Dans la deuxième partie, on retrouve l'US Grandville, toujours dans la zone rouge, à 4 points du Stade Poitevin et de Saumur, premier non relégable. Prochaine journée justement, les Grandvillais qui vont recevoir le Stade Poitevin, un match décisif, 4 points séparent les deux équipes. L'US Avranches ira à Saint-Privé-Saint-Hilaire, mais l'affiche du week-end, ce sera la réception des Girondins de Bordeaux par le Stade Briochin, un match décisif pour la montée. On passe maintenant au groupe C avec la victoire importante de l'AS Villers 1-0. En haut du classement, Fleury qui est tenu en échec face à Balagne à domicile, 1 partout, et Bobigny qui perd chez le voisin de l'US Créteil. Les conséquences au classement, Fleury toujours en tête avec désormais 9 points d'avance sur son dauphin, le FC 93 Bobigny. En deuxième partie de classement, l'AS Villers qui se permet d'y croire avec 8 points de retard sur Vasquéal. Et Aubervilliers qui reste à 2 points derrière en lanterne rouge. Et une fin de saison où il n'y aura pas le droit à l'erreur, ce sera le cas une nouvelle fois avec la réception d'Épinal pour les Villersois. Et dans la course pour le maintien, Aubervilliers se déplacera à Chantilly alors que Vasquéal recevra Furiani. Toujours beaucoup d'ambiance derrière nous ici au stade Jean Dacias. Évidemment, on fête le titre de National 3. Le National 3, on y vient tout de suite dans cet épisode spécial tourné au stade Jean Dacias.
Évidemment, c'est l'événement du week-end, le FC Dieppe qui va retrouver le niveau national 2 8 ans après le FC Dieppe qui ce soir recevait une équipe de Charleville. Pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, je vous propose tout de suite de voir le fil conducteur de cette soirée, pas comme les autres. Ça, ça vous appartient. En tout cas, moi, c'est clair dans ma tête. Les matchs, il faut les jouer avant de penser à les gagner. Ça fait partie du jeu, mais moi, je suis là pour gagner. Je ne suis pas là pour faire la fête aujourd'hui. Je suis là pour gagner et c'est en gagnant qu'on fera la fête, pas l'inverse. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans le match. Et dès l'entame de match, j'ai même envie de dire, dès que vous quittez cette causerie, re-switchez. Je vous laisse en autonomie. C'est comme ça, l'équipe progresse dans ce sens-là. Au début, c'était très strict et puis au fur et à mesure, ça vous appartient. Mais ne vous trompez pas de chemin parce que moi, je ne me trompe pas de chemin. Moi, c'est clair dans ma tête. Moi, jusqu'au 17 mai, tout est clair. C'est à vous aussi de ne pas oublier ces choses-là. C'est à ce prix-là que vous allez profiter. Moi, ça n'existe pas. Oui, c'est les fins de saison. Quand on a faim, on a faim. Quand on a faim, on a faim. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Quand on a faim, on a faim. Les matchs, on ne va pas les gagner. Si c'est dur pour tout le monde. On joue, on gagne. On se donne les moyens. La semaine dernière, une mi-temps sur 2. Il faut retrouver ça dès l'entame, remettre. Tout de suite montrer, on est chez nous, par le rythme, par l'intensité. Le jeu court, le jeu long, d'accord, la variété dans ce qu'on veut faire. Au moment où on s'y attendait le moins, soyons honnêtes, le FC Dieppe a donc fini par chuter au stade Jean Dasnias lors de la rencontre qui pouvait lui offrir la montée. Les hommes de Djilali Béccar sont les premiers à se mettre en évidence avec Alexander Borja. Un succès et ils n'auront pas à regarder ce qui se passe du côté de l'Entente Sénois-Saint-Gratien où se déplace leur dernier rival pour l'accession, le LOSC, les joueurs dieppois qui mettent quand même du cœur à l'ouvrage. Vous voyez avec cette situation initiée par Salim Diaby que ne peut reprendre Quentin Stockley. Yann Ateba ensuite envoie une frappe sur la barre transversale. Pas de regret, il y avait une position de hors-jeu. Il y a de l'allant, de l'envie côté dieppois, mais beaucoup de maladresse dans le dernier geste, à l'image ici de cette reprise de la tête de Florent Vasseur qui n'accroche pas le cadre et à force de piétiner dans le camp adverse et à la bord de la surface, les joueurs de Dieppe qui se font surprendre sur cette frappe. Alexandre Lefebvre ne peut que relâcher directement dans les pieds de Scott Kay qui a bien suivi le FC Dieppe qui se retrouve mené au score à la 30e minute sur l'une des rares occasions de Charleville et tout va être plié dans ce match en l'espace de quelques instants. Le premier but qui aura fait beaucoup de mal aux Hareng puisque une poignée de secondes plus tard sur un centre venu de la droite, c'est à nouveau Scott Kay qui va débarquer et dans la surface placer sa tête hors de portée d'Alexandre Lefebvre. En 3 minutes, les Dieppois qui sont KO debout et qui doivent maintenant compter à tout prix sur une victoire de l'Entente Sénois-Saint-Gratien pour espérer valider leur montée lors de cette 22e journée. Il y a des explications entre Rémi Chombard et Djilali Béccar pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison dieppoise dans les derniers instants. Yann Ateba s'essaye tant bien que mal pour réduire l'écart. Un dernier corner pour profiter à Salim Diaby, contré dans un premier temps et sur le ballon qui va revenir, la tête de l'ancien joueur de Dunkerque qui fuit le cadre. Le FC Dieppe n'y arrive pas dans ce premier acte et il y aura fort à faire lors du deuxième pour renverser la vapeur. Ça va plutôt bien démarrer avec le remuant Lenny Jérôme, plutôt intéressant lors de cette rencontre. Lenny Jérôme qui réussit un superbe slalom et qui n'est pas loin de réduire la marque. Ça ne veut pas sur cette première tentative, alors pourquoi pas reprendre le même homme, réessayer et cette fois-ci envoyer un centre-tir en pleine surface sur lequel Yann Ateba ne peut malheureusement rien. Heureusement derrière, les changements de Djilali Béccar font mouche avec Orhan Sertoglou sorti du banc qui met la pression sur Somala Camara, lequel finit par marquer contre son camp et réduire enfin l'écart. Derrière, dans la dernière demi-heure, les joueurs de Charleville qui vont resserrer les rangs défensivement. Il n'y aura qu'une situation véritable sur coup de pied arrêté, mais Florent Vasseur qui expédie sa reprise droit sur le gardien. Le dernier à se mettre en évidence dans ce match, c'est finalement Alexandre Lefebvre, auteur de 2 parades, mais à l'arrivée, le FC Dieppe va bien finir par s'incliner à domicile. Premier échec de la saison après 8 victoires de rang. Le FC Dieppe qui s'incline, mais le FC Dieppe qui monte grâce à la victoire de l'Entente sur le LOSC. Et oui, la défaite heureuse du FC Dieppe qui permet aux Hareng de se retrouver donc à l'étage supérieur. Ils évolueront en 4e division la saison prochaine. On a tout un reportage dans un inside spécial à vous proposer. Vous l'avez peut-être même déjà vu, mais on va quand même vous proposer pêle-mêle quelques réactions recueillies à l'issue de la rencontre.
C'était une sensation assez spéciale, surtout les 5 minutes après le match, parce qu'on perd notre série d'invincibilité. Mais bon, voilà, je pense que tout le monde le voit, mais moi je suis sous l'émotion, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, tout le public s'est déplacé, et même si on perd aujourd'hui, ça reste une saison incroyable. Certes, on n'ira pas battre des records, mais putain, excusez-moi du terme, mais il faut vraiment être heureux, être content de toute cette saison et d'avoir surtout un public comme ça. On est satisfait, c'est un soulagement. Après, on perd le match. On fait un match, on fait beaucoup de choses qui auraient dû nous permettre de gagner. Après, on n'a pas eu la réussite, on est tombé contre une bonne équipe. Mais le plus important, c'est la montée. Après, le reste, ça redescendra tout doucement. Moi, je pense qu'il y a une histoire à écrire. Après, seul, c'est difficile d'avancer. Donc, on verra la volonté de tout le monde. On voit bien qu'on a encore plein de choses à faire. On va y travailler, après on verra le moment venu, on va déjà fêter. Pour le FC Dieppe, c'est fait. Dans le groupe C, en revanche, l'AF Virois, co-leader avant cette journée de championnat, espère toujours retrouver le niveau du dessus. L'AF Virois qui ce week-end se déplaçait du côté de Fougères. Dans le même temps, le FC Saint-Lô et le FC Flers abattaient une carte importante. Le FC Saint-Lô à domicile contre la réserve de Rennes. Le FC Flers à domicile également donc contre l'Agnan. L'AF Virois, co-leader de ce groupe C avec l'en avant Guingamp, se déplace à l'US Fougères. Et vous allez le voir, la défense viroise qui va être mise à contribution dès les premières minutes avec cette frappe qui est repoussée par la barre transversale de Louis Deschâteaux. Quelques minutes plus tard, le gardien virois qui va être une nouvelle fois inquiété, mais cette fois le ciseau impressionnant, spectaculaire, mais hors cadre. Il y aura une réponse viroise avec cette frappe à la bord de la surface de réparation. C'est contré et c'est une main qui est désignée. Penalty. Robin Legendre s'élance. Mais c'est l'arrêt de Junior Nubi Fotso qui vient repousser la tentative viroise quelques minutes plus tard. Nouveau ballon dans la surface de réparation. Le gardien qui empêche la frappe mais la détourne dans un second temps. En seconde période, Louis Deschâteaux qui repousse d'une main ferme la tentative bretonne. Il y aura bien cette réponse avec le poteau virois et la reprise de l'Amrabat qui fuit le cadre. Louis Deschâteaux une nouvelle fois présent avec ce ballon capté. Alors il y a bien un coup de sifflet avant que le ballon ait franchi le but, mais c'est peut-être un avertissement pour les Virois puisque dans les dernières minutes, c'est Benjamin Guillaumard qui vient ouvrir le score à la 92e minute de jeu. Le numéro 9 de Fougères qui inscrit le but de la victoire et qui vient délivrer toute son équipe à la reprise qui vient taper la barre. Il y aura bien une dernière tentative pour les Virois, mais on en restera là. Victoire 1-0 de Fougères, une défaite qui peut coûter cher pour les Virois. On fera le point tout à l'heure dans les classements. 4 mois sans victoire ont grandement plombé les chances du FC Saint-Lô de rester en National 3 contre Rennes. La réserve, il faut absolument gagner, ça prend une bonne tournure dès la 16e minute avec le but de l'inévitable Baptiste Fleury. 11e réalisation pour le meilleur buteur de l'équipe saint-loise. Derrière, le Stade Rennais fait évidemment toujours peur lors de chacune de ses sorties et le Stade Rennais va réussir à réagir. Ce ballon contré dans la surface va profiter à Henrik Do Marcolino pour égaliser à la 30e minute. Tout est à refaire pour les hommes de Guillaume Maillot qui réalisent une belle partie, qui combine astucieusement et qui ici vont buter sur le portier rennais. Attention, chaque offensive des joueurs visiteurs est susceptible d'apporter le danger sur celle-ci. Il y a un bel arrêt mais malheureusement ça va aller trop vite en deuxième période pour les Saint-Lois. À la 59e minute, Steve Mvodo qui parvient à mettre les Rennais devant au score et quand ils ont des chances de marquer, les Saint-Lois
Saint-Lois pêche dans la réussite. Le poteau ici qui se refuse à l'égalisation saint-loise. Il faut continuer à insister. Il y a beaucoup de situations pour les joueurs locaux, mais à nouveau un manque de réussite avec ce ballon dégagé sur sa ligne et dans un second temps sauvé par un défenseur rennais. Ils mettent beaucoup d'abnégation. C'est arrivé souvent ces dernières semaines que les Saint-Lois ne soient pas récompensés de leurs nombreuses occasions. Ici, il y en a encore une sur corner et encore une fois, c'est repoussé par le Stade Rennais. Nouvelle situation à venir sur corner. La dernière chance peut-être pour les Saint-Lois qui malheureusement sur le dégagement qui suit vont se faire contrer. Le gardien est sorti de ses buts et le but rennais qui vient offrir la victoire 3-1 à Rennes. Ça se complique pour Saint-Lô. Dans la course au maintien, le FC Flers a pris un peu de retard mais compte se refaire dans le sprint final et ça commence bien ce week-end face à Lannion avec sur ce corner ce ballon qui vient toucher le poteau. Les joueurs flériens qui sont emballants et qui sortent d'un succès du côté de Vannes et qui vont convertir sur leurs premières occasions avec Ryan Moussa plus prompt que la défense adverse pour venir placer le ballon entre les jambes du gardien de Lannion. 1-0 pour les joueurs de Flers qui vont derrière voir les Bretons tenter leur chance, mais Valentin Prévost qui assure le coup. On est toujours en première période, beaucoup de verticalité dans le jeu des hommes de Tony Rouillon et ça va payer dès la 42e minute. Ce centre venu de la droite est repris par Corentin Lemaire à bout portant. 2-0, le break est fait. C'est donc idéal pour le FC Flers qui va voir Prévost préserver son équipe d'une réduction du score adverse, d'une belle détente, d'une belle horizontale et le FC Flers qui se met définitivement à l'abri. Ça combine aux abords de la surface de réparation. La frappe de Lemaire est repoussée mais Ryan Moussa a parfaitement suivi Tony Rouillon qui peut bondir de son banc à la 50e minute. Son FC Flers qui mène d'ores et déjà 3-0, le FC Flers qui va s'imposer dans cette partie, qui va même avoir d'autres situations d'accroître son avantage avec ce face-à-face remporté par le gardien de Lannion. Qu'à cela ne tienne, la victoire 3-0 relance pleinement les Flériens plus que jamais dans le coup pour se maintenir en National 3. La défaite sur le fil qui pourrait faire très mal au moral de l'AF Virois qui espérait mieux sur le terrain de Fougères. On découvrira à la fin de cette émission les conséquences au classement pour les joueurs des frères Théo. La défaite malheureusement du FC Saint-Lô qui rapproche un peu plus les Manchois d'un retour en Régional 1. En revanche, le FC Flers a enchaîné un deuxième succès de rang dans ce championnat. Les Flériens qui revivent et les Flériens qui peuvent croire plus que jamais en un maintien en National 3. On va enchaîner dans cet épisode avec un duel d'importance dans le groupe D, la réception par l'US Alençon de l'ASPTT Caen qui jouait tout simplement son va-tout pour assurer sa survie en 5e division. C'est le match où tout peut basculer. L'US Alençon quasiment se rapprocher du maintien, où la SPTT Caen relançait un tant soit peu les choses avant les 4 dernières journées. Malheur au vaincu, surtout si le vaincu est postier dans cette partie. Et vous allez le voir, ce sont les joueurs de l'US Alençon qui vont se mettre les premiers en ordre de marche. Il y a d'abord cette frappe qui est évidemment cadrée mais qui n'inquiète pas la défense de la SPTT Caen. Derrière, les joueurs de Vincent Legnaud, revigorés depuis quelques semaines, vont réussir à faire la différence sur ce long ballon. Il y a une première tentative avortée, mais derrière la réussite, à 100% de réussite pour Amaury Tessier dès la 3e minute. Le joueur passé par Argentan qui réussit à mettre le ballon au fond des cages, bien aidé par une déviation heureuse. 1-0, c'est le score à la mi-temps pour des joueurs de l'Orne bien lancés qui vont dérouler leur jeu dans ce deuxième acte. Le centre en première intention qui va revenir sur Hakim El Hamdaoui qui remet en première intention sur qui ? Sur Amaury Tessier à la 69e minute. L'attaquant de l'US Alençon qui réussit un joli doublé, plus rapide, plus prompt que la défense pour mettre le ballon au fond des cages. La SPTT Caen est dans les cordes, mais Manu Suriam va faire rejaillir la lumière d'un superbe lob sur lequel Romain Anquincan ne peut rien. Manu Suriam, 72e minute, qui relance le suspense. Mais c'est bien d'une victoire dont ont besoin les joueurs de Laurent Dufour. Et malheureusement, ils vont voir Amaury Tessier signer un triplé, le premier depuis 2020. Il avait réussi pareille performance contre la Gécamp lors d'un succès 6-0. Le voilà à nouveau triple buteur dans une rencontre. Monsieur Amaury Tessier, l'homme de cette partie. La SPTT Caen qui va s'accrocher dans les derniers instants et réduire l'écart par Maxandre Gosset, mais le score final sera de 3-2. Ça se complique évidemment pour les postiers. On écoute Amaury Tessier. On savait que c'était un match important, c'était un tournant de cette fin de championnat. Là, il y a toujours en soi, c'est pas un match particulier, mais voilà, le moment où il arrive,
la distance de points qu'on avait, on savait qu'on pouvait pas sonner le glas, mais en tout cas leur mettre un vrai coup sur la tête avec 12 points à jouer et potentiellement 10 points d'avance. Et voilà, c'était le premier match où mon fils est là en plus, donc ça finit super bien. C'est peut-être pour ça qu'il C'est est peut-être ciblé. pour ça le ballon. Bon, je sais pas si le président sera d'accord, mais en tout cas il va repartir avec le petit. Donc en fait, Mais en tout cas, maintenant, voilà. ton fils viendra à tous les matchs, c'est ça? Bah, ouais, pour le bien du club, on va dire. Pas pour le bien de ma femme peut-être, parce que les matchs sont pas simples à gérer. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, pour l'équipe, voilà, on a fait un grand pas vers le match aujourd'hui. Et c'est une vraie victoire collective parce que c'était pas simple. Et même à 3-1, à 5 minutes de la fin, ils n'ont pas lâché. Donc félicitations à tous et je suis très très heureux personnellement évidemment. La victoire, 3-2 de l'US Alençon face à la SPTT Caen. Ça sent très bon le maintien pour les hommes de Vincent Legnaud. En revanche, pour les postiers, ça se complique très sévèrement. Autre derby normand à vous montrer dans cet épisode spécial tourné, on le rappelle ici à Dieppe. Autre derby, celui entre le CMS Wassel et le Grand Quevilly FC, qui pourrait aussi sceller plus ou moins le destin des deux équipes. Le CMS Wassel qui regarde tout en haut, le Grand Quevilly FC qui n'est plus très loin malheureusement d'une relégation en Régional 1. Dans ce derby entre Grand Quevilly FC et le CMS Wassel, les hommes de Dramandilin vont prendre la rencontre par le bon bout avec dès la première minute de jeu, vous allez le voir, cette récupération avec ce très gros pressing, récupération de Dembo Savane qui vient fixer et qui vient tout de suite tromper la défense de Grand Quevilly. 1-0 après à peine 1 minute de jeu, Thomas Sanglier qui ne peut rien faire face au numéro 7 de Wassel. On le revoit fixer la défense. Le ballon qui passe entre les jambes du défenseur et sous le bras de Thomas Sanglier. Quelques minutes plus tard, bis repetita avec un nouveau ballon. Cette fois, c'est la profondeur qui est prise par Dembo Savane. Et la frappe qui vient tromper une nouvelle fois Thomas Sanglier. 2-0 après 20 minutes de jeu. Et toujours ce côté gauche. Mais 4 minutes à peine plus tard, le ballon qui est donné dans la surface de réparation pour Adama Sidibé. Le centre était un peu trop long. Adama Sidibé qui centre cette fois pour Emrys Gomis qui vient placer sa tête. 24 minutes de jeu, 3-0 pour Wassel. Au retour des vestiaires, Thomas Sanglier qui va pouvoir se montrer et repousser les attaques de Wassel avec une première frappe aux abords de la surface de réparation. C'est détourné. La défense qui va mettre ce ballon en touche et sur la touche. Une nouvelle occasion pour les hommes de Dramandilin avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. On tergiverse et dans la même position, nouvelle frappe cette fois de l'autre côté, c'est repoussé et capté en deux temps par Thomas Sanglier. On notera que Steven Yabouzélé a repoussé un penalty obtenu par Grand Quevilly, mais dans les dernières minutes de jeu, c'est Karl Eouman, une nouvelle fois un gros pressing et la frappe qui vient tromper Thomas Sanglier, ça fait 4-0. Et malheureusement, cette défaite est synonyme de relégation pour le Grand Quevilly FC qui compte désormais 15 points de retard sur le premier non relégable à 4 journées de la fin. Il reste pas mal de matchs à vous montrer dans ce rendez-vous du débrief. Beaucoup de matchs du groupe D dans ce championnat national 3, notamment la réception par la réserve du Stade Malherbe du FC Borgo, la réception du SUDIF Cabourg, de l'ESA Linas Montlhéry. Bref, beaucoup de choses à vous montrer. On vous propose de découvrir ça pêle-mêle. Le SUDIF Cabourg est de retour à Heurtematte après un déplacement à Borgo et les hommes de Philippe Clément rencontrent le SA Linas Montlhéry qui reste sur une victoire 3-0 face au Grand Quevilly FC. Et ce sont les joueurs franciliens qui vont se procurer la première occasion, mais la vigilance de Max Verrier pour repousser la tentative une première fois. La reprise ensuite est dans le petit filet extérieur. Alban Bécombo à la 13e minute de jeu qui récupère le ballon, qui fixe son défenseur et qui enchaîne la frappe à l'extérieur de la surface de réparation et l'ouverture du score dès la 13e minute donc pour Alban Bécombo qui signe son 5e but de la saison. Cette frappe qui ne laisse aucune chance au gardien adverse Ivan Hoyos. Mais les franciliens qui vont réagir avec une tentative repoussée par Max Verrier. Et les Divets qui auront l'occasion de doubler la mise une première fois avec cette tête qui est malheureusement hors cadre.
Et quelques minutes plus tard, ce bon ballon pour Alban Descompos. Le contrôle de la poitrine est parfait. L'enchaînement l'est un peu moins. Et ça file en sortie de but. Au retour des vestiaires, il y aura un premier avertissement sur la défense d'Yvez avec ce ballon repoussé. Une première fois, puis la tête qui manque le cadre. Un second avertissement avec cette fois un centre qui vient de la droite. Et la reprise qui frôle le cadre. Max Verrier semblait battu. Et la troisième tentative sera la bonne pour Linas Montlhéry avec ce bon dédoublement côté gauche. La petite talonnade pour Youssouf Djiba qui prend le meilleur sur la défense et qui vient tromper Max Verrier à bout portant. Après l'heure de jeu, les deux équipes sont à égalité. Un but partout. On revoit la finition de Youssouf Djiba qui signe son premier but de la saison. Et les deux équipes qui auront l'occasion de reprendre les devants une première fois avec Lady V. Mais la frappe est directement captée par le gardien. Puis Linas qui aura une dernière occasion avec ce ballon en profondeur. Mais la bonne vigilance de Max Verrier. Score de parité entre les deux équipes, un but partout. La réserve du Stade Malherbe-Caen qui est invaincu depuis 3 matchs reçoit le leader de la poule, le FC Borgo. Et ce sont les jeunes Malherbistes qui vont se montrer les plus dangereux dans les premières minutes avec dès la 8e l'ouverture du score de Louaba qui signe son premier but de la saison. La frappe qui vient se loger au pied du poteau est imparable, 1-0. Oui, mais voilà, quelques minutes plus tard, Enzo Pinocchi qui se présente face à Issa Karakodio et qui remet les deux équipes à égalité sur ce penalty parfaitement frappé. Le ballon qui vient se loger sous la barre transversale, c'est imparable, un partout. Puis très rapidement, 2-1 pour Borgo avec cette sortie quelque peu hasardeuse et Enzo Pinocchi qui signe donc un doublé. C'est son 15e but cette saison. 2-1 pour Borgo. Mais les Malherbistes n'ont pas dit leur dernier mot et sur ce ballon en profondeur, on résiste à la défense et c'est Joël Matondo qui récupère le ballon et qui parvient à égaliser. 5e but pour le Malherbiste, 2-2 après à peine une demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, les Corses qui auront l'occasion de reprendre les devants. Mais Issa Karakodio qui fait une double parade magnifique. On en restera sur ce score de parité 2-2. Face à l'AS Saint-Ouen-l'Aumône, malheureusement il n'y aura pas de suspense pour les hommes de Hervé Servaroc et Félix Segras avec l'ouverture du score d'un ancien de la maison après le premier quart d'heure de jeu. C'est Younes Kedir qui reprend ce ballon repoussé une première fois par Anthony Barry. Quelques minutes plus tard, c'est sur penalty que Manuel Semedo double la mise. Ça fait déjà 2-0 pour Saint-Ouen. Puis 3-0 avec cette frappe de Dosso, Zoumana Dosso, plus exactement à la 44e minute de jeu, 3-0. Au retour des vestiaires, rien va s'arranger pour les Canets avec Amine Boubker qui, dès le retour des vestiaires, inscrit le 4e but de la rencontre. Puis le 5e but de la rencontre et le doublé pour Manuel Semedo, 69e minute de jeu, 5-0. Il y aura bien la réduction du score sur corner par Franck Mefouma dans la foulée qui, du haut de son 2 mètres et quelques, saute plus haut que tout le monde. L'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen qui réduit la marque, mais ce sont bien les joueurs de Saint-Ouen qui vont alourdir le score avec Hervé Malébé en pivot qui vient tromper la défense et Anthony Barry et qui vient inscrire le 7e but de cette rencontre, le 6e pour les Saint-Ouen. Voilà cet épisode qui concernait de très près la promotion en National 2 du FC Dieppe est proche de toucher à sa fin. Je vous propose, avant de se quitter évidemment, de faire un point à la fois sur les différents classements de National 3, la projection sur les futures journées, évidemment un petit point sur le classement des buteurs. Le bilan du week-end dans le groupe C, la défaite de l'AF Virois qui contrarie les plans des Boquins, revers du FC Saint-Lô, plus que jamais lanterne rouge de ce championnat, le FC Flers s'impose 3-0 et garde donc beaucoup d'espoir pour cette fin de saison. Au classement, vous le voyez, l'AF Virois est désormais devancé à la fois par la réserve de Lorient et par celle de l'En Avant Guingamp. Il faudra batailler sévèrement et dur pour accrocher la première place, synonyme de promotion. Ce sera évidemment compliqué pour les Virois après la défaite du week-end dans le bas du tableau. Le FC Saint-Lô a déjà un pied en régional
National 1, ce sera très compliqué de se maintenir avec 8 points de retard à 4 journées du terme. Le FC Flers, avec 1 point de retard sur la ligne de flottaison, peut encore envisager de rester en National 3. Il faudra à nouveau prendre des points la semaine prochaine du côté de Pontivy pour les hommes de Tony Rouillon. Vire accueillera dans le même temps Vannes. Le FC Saint-Lô sera à Lannion et abattra l'une de ses dernières cartes. Les résultats dans le groupe D, les succès éclatants et importants du CMS Wassel et de l'US Alençon dans le cadre des derbies 100% normands. Le CMS Wassel vainqueur au Grand Quevilly, l'US Alençon vainqueur de la SPTT Caen, lourd revers de la G Caen 6-1 et les matchs nuls du SUDIF Cabourg et du Stade Malherbe. Au classement, le CMS Wassel est plus que jamais le dauphin du FC Borgo sur une voie royale pour remonter en national. C'est très serré derrière le SUDIF Cabourg avec 34 points et 4ème. La réserve du Stade Malherbe est 7ème avec le même nombre d'unités. Un point derrière, on retrouve le trio AC Ajaccio, US Alençon, ES Salinas, Montlhéry. Et vous voyez le trou est fait, un 10 points d'écart entre l'INAS et la SPTT Caen. La SPTT Caen qui risque donc fort de redescendre en Régional 1. C'est officiel depuis ce week-end pour le Grand Quevilly FC. L'avenir se fera en 6ème division. Le GQFC la semaine prochaine qui tentera de gagner des points contre la S Chatou. Le CMS Wassel accueillera le SUDIF Cabourg dans le seul derby normand du week-end. La réserve de Malherbe sera à l'INAS Montlhéry. La G Caen ira chez le leader Borgo. L'US Alençon sera à Saint-Ouen-l'Aumône. La SPTT Caen recevra Bretigny. Et enfin, dans le groupe E, la défaite du FC Dieppe sans conséquence puisque les Diepois ont pu compter sur le revers de du LOSC sur la pelouse de l'Entente Sannois Saint-Gratien. Ils ne peuvent donc plus être rejoints en tête, 13 unités d'avance à 4 journées du terme pour les Diepois, officiellement champions de leur groupe de National 3 et donc promus en National 2. On fait rapidement un point sur le bas du tableau. Les relégables s'appellent l'Entente Sannois Saint-Gratien, le RC Calais, la JA Drancy et donc la réserve de Valenciennes. La semaine prochaine, le champion diepois ira étreiner son nouveau statut sur la pelouse de la réserve du RC Lens. Plus de pression désormais pour les hommes de Djilali Bécard. Jetons un coup d'œil maintenant au classement des buteurs avec en National 2 l'apparition dans ce classement de Kenny Herbin le Grandvillers qui signe sa 5e réalisation cette saison. Il est à la hauteur de Oumar Conté et de son coéquipier Vincent Créin. Classement toujours dominé par Noah Moupemba et ses 13 réalisations, 6 buts d'avance sur Idrissa Seydi. En National 3 avec un triplé, Amaury Tessier signe ses 9, 10 et 11e réalisations de la saison. Il revient à hauteur de Baptiste Fleury, 5e donc au classement des buteurs National 3. Matteo Mendy domine toujours ce classement avec 17 réalisations, suivi par Quentin Stockley et ses 13 buts. Nous voilà au bout de cet épisode spécial, ça y est, on a enfin pu le tourner. La semaine dernière, c'était pas la bonne. Aujourd'hui, c'était enfin celle de la montée. Ça ne s'est pas passé comme on pouvait l'espérer ici du côté du FC Dieppe. On espérait une victoire, il n'y a pas eu de victoire. Peu importe, le FC Dieppe est bel et bien champion dans ce groupe de National 3. Félicitations au Haran, félicitations à tout le club, félicitations à Djilali Bécard évidemment, félicitations à ces joueurs. On les retrouvera la saison prochaine avec beaucoup d'enthousiasme dans un nouveau championnat, celui de National 2. Merci à l'ensemble des équipes du FC Dieppe pour leur accueil. Merci à Loïc Derbecourt pour ce petit t-shirt pour présenter ce débrief spécial. Vous entendez que la fête bat son plein derrière moi. Je remercie au passage Thomas Bez encore et toujours et tous nos contributeurs réguliers. On se retrouve pour un prochain épisode du débrief très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut!